hier. Mais avant ça, bonsoir Manuel Bompard. Merci beaucoup d'être avec nous, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. On va parler avec vous évidemment de la rentrée à l'Assemblée. La rentrée sans Adrien Quatennens, votre collègue qui n'était pas là. On va en parler évidemment. On va parler de la réforme des retraites. On va parler d'Emmanuel Macron et de sa proposition aujourd'hui qui lance d'une certaine manière un appel à l'aide aux Français et peut-être aussi à vous. On va parler de tout ça. Mais juste avant, parce que c'est l'une des dernières informations qui est tombée ce soir, la Coupe du Monde au Qatar. On est à 50 jours et de plus en plus de villes françaises annoncent qu'elles vont d'une certaine manière boycotter l'événement. Il n'y aura pas d'écran géant à Marseille, à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux, pas d'écran géant non plus à Paris. Est-ce que vous soutenez ces villes, plutôt des villes de gauche d'ailleurs, est-ce que vous soutenez ces villes qui disent non, on boycotte? En tout cas, c'est des décisions que je comprends. Parce que bon, moi, vous savez, je suis un amoureux du football, comme j'imagine plein de personnes qui nous écoutent. Mais au nom de cette passion, ça peut pas tout justifier, on peut pas tout accepter, on peut pas accepter une gabegie sociale. Ça a été le cas dans la construction des stades de foot au Qatar avec des milliers de morts sur les chantiers, une gabegie écologique avec ces stades qui vont être climatisés en plein air. Et donc je comprends les communes qui disent on n'est pas d'accord pour cautionner ça. En ce qui me concerne, je suis favorable à ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de boycott diplomatique, c'est-à-dire qu'aucun représentant du gouvernement français, aucune autorité ne se rende là-bas au Qatar. Et vous savez, c'est pas juste quelqu'un qui jugerait la situation de l'extérieur. J'ai entendu des passionnés du football, on peut pas faire le procès à Eric Cantona, ne pas être un amoureux du foot et dire que on peut pas accepter ça et qu'il y a une forme de malaise face à ça. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que par exemple vous allez réussir d'une certaine manière à vous réfréner, à dire non, je ne regarde pas les matchs? Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas. Est-ce que vous avez ça comme objectif en tête? Oui, je pense. Après, vous avez raison, c'est sans doute trop tard et je pense qu'à un moment, il faudra aussi faire le bilan de comment on a accepté l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar, comment ça s'est fait, y compris dans des processus qui manifestement n'étaient pas très sérieux. Est-ce que c'est pas hypocrite ou vraiment de réduire ça finalement à supprimer les écrans géants, alors qu'en fait la problématique elle est bien plus large que ça? Est-ce que c'est pas hypocrite? Est-ce qu'il faut pas repenser la coopération si on veut être cohérent jusqu'au bout avec le Qatar? Voilà, exactement, on courtise le Qatar pour son... Donc c'est bizarre de ne pas mettre d'écran géant. J'entends ce que vous dites, mais vous pouvez pas faire le reproche aux communes en question. Elles utilisent en quelque sorte les moyens qu'elles ont à leur disposition pour exprimer leur désapprobation. Je ne peux pas leur faire ce reproche. Maintenant, oui, il y a un sujet sur comment on a accepté l'organisation de cette Coupe du Monde. Ça, j'en suis d'accord avec vous. Samuel. Déjà, sur la climatisation des stades, le Qatar a investi dans d'immenses panneaux solaires à 30 km de Doha et la climatisation va seulement très peu polluer. Il ne faut pas faire une équivalence forcément entre climatisation et pollution. Le but, c'est de réduire la pollution. C'est pas de faire la guerre à la modernité. Donc on devrait plutôt se réjouir du fait que les stades soient climatisés avec des solutions qui polluent peu. Ensuite, moi je suis d'accord avec vous. Moi j'adore le foot aussi. Si on m'avait demandé au moment où la Coupe du Monde a été attribuée si je voulais qu'elle soit au Qatar, j'aurais été complètement contre. Et je trouve l'attribution assez scandaleuse. Maintenant, ça a lieu. Est-ce qu'on va punir des centaines de milliers de Français? Et il faut garder en tête qu'en France, les élites n'aiment pas le foot. Mais le foot est un sport populaire. Ce sont les classes populaires et les personnes d'origine immigrée qui adorent le foot. Cette décision va les pénaliser, eux, en premier. Et je pense même que ça va nuire à la cause écologique que vous défendez à juste titre. Parce que les gens acceptent les sacrifices quand ils ont l'impression que leur sacrifice est utile pour la planète, que la balance coût-bénéfice de leur sacrifice est très positive. Là, c'est une mesure purement symbolique à la recherche d'une sorte de pureté morale et ça pourra sans doute être contre-productif pour la cause écologique. Moi, je veux juste vous dire la chose suivante. Moi, j'ai nullement l'intention de culpabiliser qui que ce soit et je me garderai bien ici de donner des leçons ou de dire aux gens ne regardez pas les matchs. Je pense que chacun fera comme il le souhaite avec sa conscience. Maintenant, en tant que responsable politique, les municipalités dont vous parlez, dont je parle très librement, aucune n'appartient à la France Insoumise, prennent une décision qui envoie aussi un message et un signal. Je pense qu'on peut le comprendre. Maintenant, il s'agit bien évidemment pas d'interdire à qui que ce soit le fait de regarder la Coupe du Monde au Qatar. Qui serions-nous pour imposer une telle règle? Pour le reste, en matière écologique, bon, si vous voulez, vous pouvez dire, puisque c'est des énergies renouvelables, c'est pas grave de climatiser les stades. Mais moi, je pourrais vous rétorquer que l'énergie qui va être utilisée pour ça, elle va pas être utilisée pour autre chose. Donc vous voyez bien que d'un point de vue écologique, ça pose quand même question. Le Qatar n'aurait pas construit ses panneaux solaires s'il n'y avait pas la Coupe du Monde. L'énergie n'aurait pas été... Si vous voulez, mais bon, bon d'abord, j'ai pas pointé que la dimension climatique, mais la dimension climatique, oui, elle me pose question. On est en train de dire aux Françaises et aux Français, il va falloir faire des gros efforts, il va falloir faire des politiques de sobriété énergétique, il va falloir leur mettre des cols roulés, et puis dans le même temps, on va climatiser des stades. Non, franchement, vous comprenez bien qu'il y a une incohérence dans les messages qu'on envoie. C'est justement parce que les Français vont avoir à faire des efforts qu'il ne faut pas leur interdire
dédramatiser les stades. Qu'il ne faut pas leur interdire les petits plaisirs de la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qui vous a parlé d'interdire? Il y a une interdiction. Moi. Vous n'avez jamais vu des matchs dans des fan zones? C'est des choses dont des centaines de milliers de Français bénéficient. C'est des souvenirs pour la vie. Voir la France en finale de Coupe du Monde dans une fan zone, par exemple. Regardez les images pour 2020. C'est fantastique. Je vois mal le maire de Marseille expliquer qu'on ne met pas d'écran géant si la France est en finale. Il l'a dit aujourd'hui. Si la France est en finale, il n'y aura pas d'écran géant. Encore une fois, je redis, après j'imagine qu'on passera à un autre sujet, je vais vous dire les choses précisément. Moi, à aucun moment, j'ai l'intention d'empêcher qui que ce soit ou de culpabiliser qui que ce soit. Alors, on avance, Samuel. Non, moi je n'empêche rien, je n'ai pris aucune décision. Vous m'avez interrogé sur la décision qui a été prise et j'ai dit que je la comprenais. Samuel, on avance, on a plein d'autres sujets à voir, et notamment cet appel à l'aide, d'une certaine manière, lancé aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui demande l'aide des Français. Il leur demande leurs idées pour améliorer notamment l'école, l'hôpital. Emmanuel Macron qui lance une sorte de grande consultation, c'est son Conseil national de la refondation. Est-ce que vous êtes prêt à aider Emmanuel Macron? Mais d'abord, Emmanuel Macron, il veut pas vraiment l'avis des Françaises et des Français, sinon il y a un certain nombre de propositions qu'il serait pas en train de préparer. Il y a 80% des Françaises et des Français qui sont contre le report de l'âge de départ à la retraite. C'est vos sondages qui disent cette chose-là. Si Emmanuel Macron voulait vraiment demander l'avis des Français sur ce sujet, par exemple, il pourrait convoquer un référendum et puis proposer aux Français si oui ou non ils sont d'accord pour reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans et demain à 65 ans. Donc vous voyez bien que tout ça est tout à fait cosmétique. On est vacciné, entre guillemets, excusez-moi du terme, des grandes opérations de communication d'Emmanuel Macron. On a eu le grand débat. Vous rappelez du grand débat? Vous vous rappelez des cahiers de doléances? Vous savez où ils sont les cahiers de doléances, vous? Non mais vous savez où ils sont ces cahiers de doléances? On a fait écrire à des gens, à remonter des idées, à remonter des problématiques qu'ils rencontraient au quotidien. On a rangé tout ça dans des placards, plus personne n'en a parlé. Emmanuel Macron ensuite a fait la Convention citoyenne sur le climat. Il a tiré au sort des gens, il a dit « Je vais reprendre l'ensemble des propositions qui sont faites sans filtre », je cite ce qu'il disait à l'époque. Et puis finalement, il y a eu un joker, 2 jokers, 3 jokers. Il y a eu à peu près 30% des propositions de la Convention citoyenne sur le climat qui ont été traduites en texte de loi. Donc c'est pas si mal, 30%. Pas quand on a commencé en disant qu'on reprendrait tout sans filtre. C'est du compromis. Ah oui, mais d'accord, mais c'était pas du compromis quand il en a parlé au début. Donc je n'ai aucune confiance dans sa volonté de dialoguer de manière sereine et d'entendre les expressions, les propositions, les problématiques qui vont être remontées par les Français. Et c'est la même chose sur les retraites. Alors là, on sort du Conseil national de refondation. Là, on est à l'Assemblée. Dans votre boulot de député, il y aura une loi janvier, février sur la réforme des retraites. Là non plus, vous n'attendez absolument rien, aucun geste de compromis de la part du gouvernement. Il n'y a rien sur lequel vous pensez pouvoir le faire plier ou légèrement incliner? Mais nos visions sur le sujet sont contradictoires. En ce qui nous concerne, nous sommes favorables à ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. On peut en débattre. J'imagine que sur ce plateau, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais c'est ce que nous défendons. Le gouvernement défend l'idée de passer à 65 ans. Donc vous voyez bien qu'on ne va pas discuter entre ces deux. On défend des orientations qui sont des orientations contradictoires. Maintenant, si vous me dites, est-ce qu'on peut faire des choses pour améliorer la situation des retraités dans ce pays? J'en suis d'accord. Pour faire en sorte que, par exemple, les petites retraites soient réévaluées, j'en suis d'accord. Pour faire en sorte qu'on résolve le problème auquel on va être confronté. Le seul problème sérieux auquel on va être confronté, c'est la paupérisation des retraités, avec des retraites qui sont... Là, le gouvernement dit 1100 €. Oui, enfin, le gouvernement dit 1100 €. Alors, initialement, dans sa campagne, c'était 1100 € pour tout le monde. Maintenant, on a compris que ça sera 1100 € pour les personnes qui vont rentrer. Pour les nouveaux entrants. Bon, pour les nouveaux entrants. Donc, déjà, la promesse initiale, elle a déjà changé. Et pour le reste, il y avait déjà des modalités votées dans la loi à l'Assemblée nationale en 2017 pour une retraite minimale à 1000 €. Les décrets d'application n'ont jamais été publiés. Donc, commençons par appliquer la loi telle qu'elle est avant d'agiter des choses comme ça. Le cœur de la proposition d'Emmanuel Macron, c'est de faire travailler les gens 2 ou 3 ans de plus, alors qu'on est dans un pays aujourd'hui où vous avez à peu près 2 tiers des Français qui, en arrivant à l'âge de 60 ans, n'ont plus d'emploi. C'est ça la réalité. Donc cette proposition est absurde. Aujourd'hui, on part en moyenne à 63 ans et demi à la retraite. Oui, et vous la ramenez à 60 ans, c'est un vœu pieux, puisque personne ne part à 60 ans, même si vous la ramenez à 60 ans, ils travailleront plus pour avoir des droits plus importants. Mais je ne crois pas, mais on peut en débattre si vous voulez, mais vous êtes d'accord avec mon chiffre. 2 tiers des Français, quand ils arrivent à 60 ans, n'ont pas de travail. Vous êtes d'accord avec ce chiffre? Moi, je suis pas d'accord. C'est les chiffres officiels. Ce chiffre est trompeur parce que vous envoyez le message que s'il y avait une réforme, ce chiffre ne changerait pas. Mais il y a un effet d'horizon. Ces gens-là sont à la retraite parce que leur retraite arrive dans 2 ans, donc les employeurs n'ont pas envie de les embaucher. Si la retraite est à 65 ans, ces gens-là seront dans cette situation-là à 63 ans. Donc le taux
d'employabilité des gens de 60 ans augmentera, c'est une évidence. Ah non, je ne crois pas que ce soit une évidence. Et vous êtes en train de nous expliquer que donc on va être obligé d'accepter l'idée que 2-3 ans avant la retraite, les gens ne puissent plus travailler. Moi, écoutez, ce que je vous dis, c'est très simple, c'est qu'on nous prétend vouloir reporter l'âge de départ à la retraite au nom d'un argument économique. C'est l'argument qui est utilisé. Oui. Et je vous dis, à partir du moment où les gens, vous allez les transférer en quelque sorte de la retraite au chômage, vous n'allez pas régler le problème en fait. Vous n'allez pas le régler. Je viens d'expliquer pourquoi c'est pas ce qui va se passer. Ben non, vous n'avez pas expliqué, vous avez donné votre point de vue et vous l'avez entendu. Non, mais c'est un argument de pure logique. La question qui se pose pour vous, en réalité, parce qu'en fait, c'est celle que tout le monde a en tête en cette rentrée. Est-ce que s'il y a une motion de censure déposée par le Rassemblement national, par exemple, vous la votez aussi pour faire tomber le gouvernement? Attendez, mais moi je vais vous répondre. J'ai pas de problème, on va prendre les choses dans l'ordre. Premièrement, avant la motion de censure, le gouvernement a envisagé l'idée donc de reporter l'âge de départ à la retraite. Une grande majorité des Français est contre. J'ai vu même un sondage qui disait que 20% sont prêts à participer à un mouvement social contre le report de l'âge de départ à la retraite. Donc avant la motion de censure, je leur dis rendez-vous le 16 octobre à Paris, on fait une grande marche sur le sujet. Venez, parce que si on est nombreuses et nombreux dans la rue, on peut faire plier le gouvernement. Pour le reste, moi, je n'ai jamais caché le fait que nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que ce texte de loi... Mais non, mais attendez, n'allez pas jusque-là. Il n'y a pas de... Après tout, il n'y a pas, parce que vous avez envie de me faire dire quelque chose que je ne vous dis pas pour une raison très simple. C'est qu'une motion de censure, d'abord, nous allons en déposer une dans ce cas de figure-là, que nous serons les plus nombreux en termes de nombre de députés à la déposer, et qu'à partir de ce moment-là, c'est notre motion de censure qui sera examinée en premier. Donc la question que vous me posez, en vérité, ne se pose pas. Donc ce sera à eux de répondre. Bah oui, je crois qu'ils ont déjà répondu. C'est pratique. Non, mais pour l'appel aux Français à aller dans la rue, il y a un côté antidémocratique, parce que cette mesure était une des seules mesures claires dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est simplement, on va décaler l'âge de la retraite à 64 ans ou 65 ans, et les Français ont voté massivement pour. Non. Maintenant, Emmanuel Macron a été élu. Vous pensez qu'Emmanuel Macron a été élu sur son programme ? Emmanuel Macron a été élu et c'est le principe d'une élection. Mais pourquoi 80% des Français aujourd'hui sont contre le report de l'âge de départ à la retraite ? Mais parce que les Français sont pour ce qui les arrange. Évidemment, les Français n'ont pas envie de travailler, n'empêche qu'ils soutenaient Macron sur un programme de réforme. Non, les Français n'ont pas envie de travailler et vous avez des propos qui sont extrêmement désobligeants pour des gens. Non, mais je parle des Français, je parle de moi aussi. Non, mais d'accord, peut-être que vous n'avez pas envie de travailler, mais moi je connais des gens qui arrivent à 59 ans, 61 ans, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a des gens, monsieur, c'est peut-être pas votre cas, mais quand ils arrivent à 60 ans, en fait, ils sont usés par la vie. Et leur dire que vous allez travailler 2 ou 3 ans de plus, c'est profondément inhumain. Voilà. Et donc c'est pas un problème de ils veulent travailler plus longtemps ou ils veulent pas travailler plus longtemps. Il y a des gens qui peuvent pas travailler plus longtemps. On est d'accord. Je pointais juste du doigt le fait que si vous faites un sondage, voulez-vous une retraite à un âge plus élevé ou pas, forcément les résultats vont être massivement favorables à une retraite plus jeune. C'est une évidence. Mais pourquoi ? Mais les gens sont pas bêtes, monsieur. Ils sont capables de réfléchir, ils sont capables de se poser des questions. Du coup, moi je vous pose la question. Vous parlez à juste titre de la planète qu'on va léguer à nos enfants, du pays qu'on va léguer à nos enfants en termes de climat. Maintenant, sur les retraites, la caisse de retraite est en déficit. C'est faux. Elle est excédentaire comme la caisse de l'assurance chômage cette année. Et en 2030, elle va passer gravement en déficit. Ah non, mais vous venez de dire qu'elle est en déficit. Elle n'est pas en déficit, vous êtes d'accord ? Parce qu'il y a eu un effet inattendu de croissance post-Covid. Donc elle est excédentaire. Oui, elle est excédentaire aujourd'hui et donc elle n'est pas en déficit. Extrêmement en déficit. Donc vous venez de dire quelque chose de faux. Excusez-moi, je retire. Mais dans la prochaine décennie, elle va être extrêmement en déficit. C'est faux, mais enfin écoutez, moi je veux bien qu'on discute indépendamment des faits. Ce qui est dommage, c'est que vous parlez uniquement en fait de. Non mais attendez. Vous parlez de l'âge et vous parlez de. Je suis désolé, c'est pas du tout pour polémiquer avec vous, j'ai rien contre vous, mais je me permettais juste de corriger vos propos et je corrige la suite de vos propos. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est sorti il y a quelques semaines dit précisément les choses. Je vais pas citer la phrase de tête, mais il tord le cou à l'idée d'une trajectoire incontrôlée des dépenses de retraite. Cette phrase figure dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Donc il n'y a aucune nécessité économique à réformer les retraites aujourd'hui. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas vrai. On avait 4 actifs pour financer un retraité en 1950. On en a 1,7 maintenant. On en aura 1,3. Je connais ce raisonnement. Donc soit mais il y a quelque chose qui vous échappe dans votre raisonnement, c'est ce qu'on appelle la productivité du travail. C'est que les 4 actifs dont vous parliez en 1950, évidemment, pour produire la quantité de richesse qu'ils produisaient à l'époque, il en faut aujourd'hui plus que 1 ou plus que 2. Évidemment. Et donc la seule question qui est posée, c'est à qui profitent ces gains de productivité. Vous pensez qu'ils doivent profiter aux grandes entreprises qui ont atteint cette année un record de dividendes, plus de 33%. Moi, je pense qu'ils doivent servir à la réduction du temps de travail. Une question encore. Un débat de société. Avant d'avancer, une question encore, Manuel Bompard. La dissolution, est-ce que c'est un objectif pour la France insoumise ? Non, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est d'améliorer la vie des Françaises et des Français. Mais bien évidemment. Pourquoi vous dites il pourrait y avoir un objectif politique ?
Mais en espérant, j'allais dire, avoir plus de députés la France Insoumise derrière, ou NUPES en général. Attendez, le sujet, c'est pas d'avoir 70, 80, 90 députés. Le sujet, c'est de savoir si on est en capacité d'avoir une politique, tout simplement, qui répond aux problématiques auxquelles sont confrontés les gens aujourd'hui. Si maintenant votre question, c'est de savoir si la politique d'Emmanuel Macron le permet, ma réponse est clairement non. Donc si ensuite vous me posez la question de savoir si j'aspire à ce qu'il y ait un changement de majorité politique dans ce pays, ma réponse est oui. Et je ne biaise pas sur le sujet. Mais mon premier objectif, c'est pas une dissolution pour avoir 3 ou 4 députés de plus, c'est pas le sujet. C'est de montrer qu'il y a une alternative politique à la politique mise en place par Emmanuel Macron, qu'on peut faire autrement.